L'anime commence avec un lycéen nommé Yusuke Yotsuya. C'est un solitaire qui trouve sa vie monotone et ennuyeuse. Un jour, pendant le cours, son professeur le réprimande parce qu'il n'a pas rendu son questionnaire d'orientation. Après les cours, Yotsuya remarque ses camarades de classe, Shindo et Kuzue Akozaki, en train de discuter. Quelque chose chez eux lui semble étrange, mais il n'y prête pas trop attention. Puis, un événement choquant se produit. Dès que le professeur quitte la classe, Shindo et Akozaki disparaissent soudainement dans les airs. Yotsuya est confus et ne comprend pas ce qui se passe. Les choses deviennent encore plus étranges lorsqu'il entend le bruit d'un enfant courir dehors, et que le tableau noir de la classe se remplit de dessins mystérieux. Avant que Yotsuya ne puisse comprendre, son corps commence à briller. Tout à coup, il est transporté dans un autre monde. Quand Yotsuya arrive, il réalise qu'il n'est pas seul. Shindo et Akozaki sont aussi là, et ils semblent tout aussi perdus que lui. Mais Shindo semble en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Elle les avertit qu'une étrange personne à demi-visage est sur le point d'apparaître. À ce moment-là, une créature effrayante avec un visage à moitié visible surgit. Elle se présente comme étant le maître du jeu. Le maître du jeu leur explique pourquoi ils sont là. Il s'avère que Yotsuya, Shindo et Akozaki font désormais partie d'un jeu dangereux. Leur première mission est d'aider un chef de village dans ce nouveau monde étrange, mais ils n'ont que 14 jours pour la terminer. Le problème, c'est que ce monde est rempli de monstres terrifiants qui veulent les attaquer. Ensuite, le maître du jeu leur attribue des pouvoirs spéciaux pour les aider dans leur quête. Shindo devient une mage du vent, capable d'utiliser la magie. Akozaki devient une guerrière avec de grandes compétences au combat. Lorsque c'est au tour de Yotsuya, le maître du jeu fait tourner une roue pour décider de son rôle. Mais Yotsuya n'a pas de chance, car il se retrouve simple fermier, sans aucune compétence de combat. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, le maître du jeu disparaît, laissant les 3 élèves seuls pour décider de leur prochain mouvement. Yotsuya, maintenant fermier de niveau 1, sait que cette mission ne sera pas facile. Il devra utiliser son intelligence et travailler avec ses camarades s'ils veulent survivre dans ce monde dangereux rempli de monstres. Après avoir entendu tout cela, Yotsuya est perplexe, alors il demande des explications à Shindo. Heureusement, Shindo accepte volontiers de tout lui raconter. Elle explique qu'elle a été la première parmi eux à être invoquée par le maître du jeu dans ce monde étrange. Elle a accompli une tâche donnée par le maître du jeu et a été renvoyée dans le monde réel. Avant de partir, le maître du jeu lui a dit de devenir ami avec Akozaki. Shindo a suivi les instructions, et quelques jours plus tard, elle a été de nouveau invoquée dans l'autre monde, cette fois avec Akozaki. Après avoir écouté l'histoire de Shindo, Yotsuya réalise que ce n'est pas un rêve. Il décide de partir en mission avec Shindo et Akozaki. Les 3 traversent une forêt sombre jusqu'à ce qu'ils trouvent un panneau vert brillant. Shindo explique qu'il s'agit d'un point de journal, un objet magique capable de montrer des événements du passé. Curieux, Yotsuya touche le point de journal. Soudain, il voit une scène montrant comment Akozaki est arrivé pour la première fois dans ce monde. Avant que Yotsuya ne puisse comprendre ce qu'il a vu, le danger surgit. Des gobelins apparaissent de nulle part, prêts à attaquer. Courageusement, Yotsuya attrape son arme, une faucille, et court vers les gobelins. Mais lorsqu'il essaie de se battre, sa faucille se casse immédiatement. Pris de panique, il appelle Shindo et Akozaki à l'aide. Et Shindo, qui était une mage, tenta d'utiliser sa magie. Mais comme son niveau était encore très bas, elle ne réussit qu'à créer une légère brise, semblable à celle d'un petit ventilateur. Akozaki, la chevalière, était tout aussi mal préparée. Elle était tellement effrayée qu'elle lança son épée sur les gobelins au lieu de se battre. Yotsuya vit l'épée au sol et décida de l'utiliser. Mais lorsqu'il essaya de la ramasser, il n'y parvint pas. Seul Akozaki, la véritable propriétaire, pouvait utiliser cette épée. Frustré mais pas prêt à abandonner, Yotsuya attrapa son arme de secours, une, et chargea à nouveau les gobelins. Malheureusement, là où se brisa comme la faucille. Sans arme pour se défendre, Yotsuya fut rapidement surpassé. Les gobelins l'attaquèrent, et il fut vaincu instantanément. Ce fut une leçon difficile pour lui, car ce monde était bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Quand Yotsuya mourut, son esprit sortit de son corps. Il fut encore plus choqué en voyant les gobelins attaquer et tuer Akozaki. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable se produisit. Quelques secondes plus tard, l'esprit de Yotsuya retourna dans son corps. Il était à nouveau en vie. Shindo expliqua ce qui se passait. Dans ce monde, les joueurs comme eux revenaient automatiquement à la vie 30 secondes après leur mort. En entendant cela, Yotsuya se sentit un peu plus confiant. S'il pouvait revenir à la vie, peut-être avait-il une chance de réussir. Il élabora rapidement un plan. D'abord, Yotsuya demanda à Shindo d'utiliser sa magie de vent pour créer de la poussière.
Le nuage de poussière était épais et bloquait la vue des gobelins, donnant à Yotsuya une chance de les attaquer par surprise. Il attrapa son arme et poignarda les gobelins, les éliminant un par un. À la fin, ils remportèrent la bataille, bien que Yotsuya soit mort à nouveau pendant le combat. Après leur victoire, quelque chose continuait de préoccuper Yotsuya. Il se demandait ce qui se passerait si les trois mouraient en même temps. Shindo, avec un air sérieux, expliqua que si cela arrivait, ils mourraient vraiment, sans aucune chance de revenir à la vie. Cette nuit-là, le groupe trouva un endroit tranquille pour se reposer sur des rochers. Pendant qu'ils étaient assis, Yotsuya vérifia ses armes cassées et réalisa qu'elles ne se réparaient pas avant 5 jours. Cela lui fit penser à autre chose. Il commença à se demander quel type de récompense il recevrait s'il terminait la mission. À ce moment-là, Shindo expliqua calmement que le maître du jeu leur permettrait de poser une question comme récompense, une seule question. À ce moment-là, Yotsuya sentit qu'il lui restait encore beaucoup à comprendre sur ce monde étrange. Mais pour l'instant, il savait qu'il devait se concentrer sur sa survie et sur l'accomplissement de la mission. Après avoir entendu la réponse de Shindo, Yotsuya dit aux autres qu'il allait monter la garde autour du camp. Mais ce n'était pas son véritable plan. Il se rendit secrètement dans la forêt pour chasser des gobelins. En les éliminant, il parvint à monter de niveau et à devenir plus fort. Soudain, un cri strident retentit depuis le camp. Yotsuya se précipita pour voir ce qui s'était passé. À son arrivée, il vit un troll terrifiant attaquer le camp. Akozaki était gravement blessé, et Shindo avait été avalé par le troll. Il décida d'attraper Akozaki et de fuir, car il savait que si lui aussi mourait, tout serait perdu. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Le lendemain, Yotsuya et Akozaki arrivèrent près d'un lac. C'est à ce moment-là qu'il remarqua que la main blessée de Akozaki ne guérissait pas comme elle aurait dû. Elle supposa que c'était parce que le troll avait mangé sa main. En entendant cela, Yotsuya commença à s'inquiéter pour Shindo. Si son corps entier avait été mangé, elle pourrait ne pas revenir à la vie. Réalisant cela, il décida qu'il devrait accomplir la mission sans elle. Un peu plus tard, Yotsuya et Akozaki arrivèrent au village qu'ils devaient aider. Les villageois les acclamèrent et les appelèrent des héros, ce qui surprit Yotsuya et Akozaki. Ils rencontrèrent le chef du village, qui leur expliqua pourquoi ils avaient besoin d'eux. Un troll attaquait le village, et les villageois avaient besoin de leur aide pour le vaincre et sauver tout le monde. Yotsuya se sentit frustré et découragé. Il savait qu'il n'était pas assez fort pour affronter un troll à son niveau actuel. Mais cette fois, il décida de ne pas fuir. Au lieu de cela, il élabora un plan. Il quitterait le village pour chasser plus de monstres et monter de niveau afin d'être assez fort pour affronter le troll. Avant de partir, il dit à Akozaki de rester au village, où elle serait en sécurité. Il savait que la bataille à venir serait difficile, mais il était déterminé à réussir. Quelques instants plus tard, Yotsuya était dans la forêt, combattant des gobelins. Il gagnait la bataille, mais un gobelin réussit à s'échapper. Cela signifiait que Yotsuya ne pouvait atteindre que le niveau 9. Pour changer de rôle, il devait atteindre le niveau 10, mais il était trop fatigué et devait se reposer. Alors que Yotsuya décidait de faire une pause, une notification apparut. Elle indiquait que Akozaki était morte. Pris de panique, il retourna en courant au village, pour le trouver complètement détruit. Juste après que Akozaki ait fini de parler, un troll attaqua le village. La scène montra comment le troll l'avait surpassé, et à la fin, l'avait mangé. Yotsuya regarda avec stupéfaction, réalisant à quel point Akozaki avait travaillé dur et combien ils étaient tous en danger. Mais avant qu'il puisse aller chercher le troll, le monstre apparut juste devant lui et l'attaqua. Le troll le frappa si fort que Yotsuya fut projeté au loin, mais heureusement, il ne fut pas blessé. Il atterrit dans l'eau et se releva rapidement. Il courut dans la forêt, où il aperçut un gobelin. Sans perdre de temps, il le vainquit et atteignit enfin le niveau 10. Dès qu'il monta de niveau, le temps s'arrêta soudainement. Le maître du jeu apparut devant lui, le félicitant et lançant la roulette des rôles pour lui donner une nouvelle fonction. Cette fois, Yotsuya eut un peu plus de chance, car il devint chef cuisinier. Avec sa nouvelle capacité et son arme, un couteau bien aiguisé, Yotsuya retourna combattre le troll. En utilisant le couteau, il réussit à ouvrir l'estomac du troll, ramenant Shindo et Akozaki à la vie. Mais le troll n'était pas encore vaincu. Yotsuya élabora rapidement un plan risqué pour en finir avec le monstre. Il l'expliqua à Shindo. D'abord, il grimperait à l'intérieur de l'estomac du troll par la blessure qu'il venait de faire et l'attaquerait de l'intérieur. Pendant que Yotsuya serait à l'intérieur, Shindo grimperait sur la tête du troll et utiliserait sa magie de vent pour porter le coup final. Même si c'était dangereux, le plan fonctionna, et ils réussirent à vaincre le troll. Peu de temps après, le maître du jeu apparut à nouveau. Il les félicita pour avoir accompli la mission et permit à Yotsuya de poser une question.
Cela rappela à Yotsuya les questions que Shindo et Akozaki avaient posées avant d'entrer dans ce monde. Shindo avait demandé pourquoi le maître du jeu l'avait choisi pour rejoindre le jeu, et la réponse était surprenante. Ce n'était pas le maître du jeu qui l'avait choisi, mais quelqu'un qu'elle connaissait. La question de Akozaki portait sur l'identité réelle du maître du jeu. Celui-ci répondit qu'il venait du futur. Après avoir réfléchi un moment, Yotsuya demanda ce qui arriverait après qu'ils aient terminé toutes les missions. Pour répondre, le maître du jeu leur montra un aperçu du futur. Dans cette vision, Yotsuya et les autres joueurs combattaient des monstres qui attaquaient leur ville. Avant que Yotsuya ne puisse comprendre pleinement la vision, le maître du jeu le renvoya, lui et ses amis, dans le monde réel. À leur retour, ils découvrirent quelque chose d'incroyable. Bien qu'ils aient passé beaucoup de temps dans l'autre monde, dans le monde réel, le temps ne s'était pas écoulé. C'était comme si rien ne s'était passé. Un certain temps s'écoula après leur retour dans le monde réel. Un jour, alors que Yotsuya courait dans les rues de Tokyo, il ne pouvait s'empêcher de penser à la vision que le maître du jeu lui avait montrée. Bien que ce ne fût qu'un aperçu, Yotsuya reconnut la ville dans la vision. C'était Tokyo, sa maison. Cela signifiait que, dans le futur, lui et les autres joueurs devraient se battre pour protéger leur ville contre les monstres. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, le téléphone de Yotsuya sonna soudainement. À sa surprise, c'était le maître du jeu qui appelait. Il donna à Yotsuya une nouvelle mission, se rendre au 2e étage d'une étrange école et sauver une fille nommée Yuka. Elle était victime d'intimidation de la part d'autres élèves. Yotsuya savait qu'il devait réussir. S'il échouait, les risques de sa prochaine mission augmenteraient considérablement. Déterminé, Yotsuya détruisit les téléphones de tous les intimidateurs, les effrayant et sauvant Yuka. 2 semaines plus tard, Yotsuya, Shindo et Akozaki furent de nouveau convoqués dans l'autre monde. À leur surprise, Yuka fut également convoquée, rejoignant l'équipe en tant que 4e membre. Lorsque le maître du jeu fit tourner la roulette pour attribuer un rôle à Yuka, elle eut de la chance, car elle devint une mage de feu, un rôle puissant. Le maître du jeu annonça également une nouvelle règle. Désormais, si l'un d'entre eux mourait, il devrait attendre 40 secondes avant de revenir à la vie, au lieu de 30. Ces 10 secondes supplémentaires furent ajoutées pour rendre le jeu encore plus difficile. Cette fois, leur mission consistait à livrer des marchandises dans un village appelé Radorpo et à explorer 5% de la carte. Ils n'avaient que 40 jours pour accomplir ces tâches. Après avoir expliqué la mission, le maître du jeu, comme d'habitude, disparut, laissant l'équipe se débrouiller pour survivre et réussir. Après avoir combattu des monstres 1000 pattes et gagné des niveaux, Yotsuya et ses amis arrivèrent au village qu'ils avaient sauvé autrefois. Mais ce qu'ils découvrirent les choqua. Le village était en ruine, abandonné, et il ne restait pas une seule personne. Pendant qu'ils se tenaient là, un marchand passa et les reconnut comme les héros qui avaient sauvé le village. Il expliqua que le village avait été abandonné depuis 5 ans, révélant que le temps dans ce monde avançait différemment de leur propre monde. Puisqu'ils ne pouvaient rien faire pour le village, Yotsuya demanda aux marchands des informations sur leur prochaine destination, Radorpo. Le marchand leur montra sa carte et indiqua que Radorpo se trouvait loin à l'ouest, presque à la frontière du continent. Ils étaient actuellement à l'est, et marcher jusque-là prendrait trop de temps. Shindo supplia le marchand de leur prêter son cheval, mais il refusa, disant qu'il en avait besoin pour transporter ses marchandises. Cependant, il leur parla d'un tournoi d'arts martiaux dans un endroit appelé Cortonel. Le prix pour le gagnant était 3 chevaux. En entendant cela, Yotsuya et le groupe décidèrent de se rendre à Cortonel pour participer au tournoi. En route pour Cortonel, le groupe fut attaqué par des bandits. Yotsuya sortit son couteau, prêt à se battre, mais juste avant qu'il n'attaque, une notification du maître du jeu apparut. Elle avertissait que combattre un autre humain réduirait son niveau. Ne voulant pas perdre leur progrès, Yotsuya et les autres décidèrent de fuir. En s'échappant, ils réalisèrent que Shindo manquait à l'appel. Yuka soupçonna que les bandits l'avaient capturé. Cependant, Yotsuya demanda à Yuka et Akozaki de continuer leur chemin pour accomplir la mission, affirmant que sauver d'autres joueurs n'était pas nécessaire pour réussir. Tant que l'un d'entre eux accomplissait la mission, Shindo survivrait. Mais Yuka et Akozaki n'étaient pas d'accord avec lui. Elle refusait de laisser Shindo derrière. Le groupe décida alors de se séparer. Yotsuya continua vers Cortonel pour le tournoi, tandis que Yuka et Akozaki partirent sauver Shindo. Les 2 filles trouvèrent la cachette des bandits, mais elles furent rapidement capturées et enfermées dans une cage, juste à côté de Shindo. Pendant ce temps, Yotsuya avançait vers Cortonel, combattant des gobelins sur son chemin, ce qui lui permit de gagner des niveaux. Cette fois, il débloqua un nouveau rôle appelé magicien des organismes. Grâce à cette capacité, il pouvait accélérer ou ralentir le métabolisme des êtres vivants rien qu'en les touchant. Après un certain temps,
Yotsuya atteignit enfin Cortonel. Sans perdre de temps, il participa au tournoi. Son adversaire était une chevalière expérimentée nommée Cavell. Yotsuya combattit courageusement, se lançant à l'attaque, mais Cavell était beaucoup plus forte. Elle bloqua facilement ses attaques et parvint même à le tuer. Cependant, la capacité de Yotsuya à revenir à la vie après 40 secondes le sauva. Il se releva, indemne, au grand étonnement de Cavell. Bien qu'elle ait entendu parler des héros capables de se régénérer, voir cela en personne l'a surpris. Yotsuya admit sa défaite, réalisant qu'il ne pourrait pas remporter le prix des chevaux. À la place, il demanda à Cavell si elle pouvait lui prêter un cheval. À sa surprise, Cavell accepta, mais à une condition. Yotsuya devait l'aider à combattre de grandes créatures, comme des trolls, en échange. En entendant cela, Yotsuya se rappela les bandits qui avaient kidnappé Shindo. Plutôt que de chasser des monstres, il proposa une autre idée à Cavell, attaquer les bandits. Cavell approuva le plan et rassembla des troupes dans la ville de Cortonel pour mener une attaque contre la cachette des bandits. Les soldats de Cortonel étaient puissants et mirent rapidement les bandits au pied du mur. Désespérés, les bandits firent appel à un homme immense et puissant nommé le Berserker. Cavell, sans peur et habile avec son épée, se précipita pour affronter le Berserker. Le combat fut intense, et Cavell combattit vaillamment, mais le Berserker était incroyablement fort. Après un moment, Cavell commença à fatiguer, et son endurance diminuait. Voyant que Cavell était en danger, Yotsuya sauta rapidement dans la mêlée pour l'aider. Il bloqua une attaque du Berserker et le distraya, offrant une ouverture à Cavell. Sans perdre de temps, Cavell utilisa toute sa force pour donner un coup puissant, terrassant le Berserker. Avec les bandits vaincus, Yotsuya put sauver ses coéquipières. Ils furent ravis de se retrouver, mais leur célébration fut interrompue par Cavell. Elle annonça qu'elle et quelques-uns de ses gardes du corps feraient une pause dans leur fonction pour accompagner le groupe de Yotsuya jusqu'à Radorpo. Cette nouvelle était excellente, car Cavell avait des chevaux, ce qui rendrait leur voyage beaucoup plus rapide. Cependant, Cavell imposa 2 conditions. Premièrement, Yotsuya et son équipe devraient lui rendre les chevaux une fois arrivés à Radorpo. Deuxièmement, il devait la laisser leur enseigner le maniement de l'épée pendant le voyage. Yotsuya et ses amis acceptèrent ces conditions, et ils partirent ensemble. Fidèle à sa promesse, Cavell s'arrêta plusieurs fois en chemin pour apprendre à Yotsuya et aux 3 filles l'art de l'épée. Quelques jours plus tard, le groupe arriva dans une forêt remplie de gobelins. Yotsuya et son équipe décidèrent d'affronter les gobelins, car ils s'étaient concentrés sur leur entraînement et n'avaient pas beaucoup progressé depuis leur départ de la cachette des bandits. L'équipe commença à combattre les gobelins, et à la surprise générale, Akosaki se lança dans l'action. Elle trouva enfin le courage d'affronter un gobelin et réussit à en vaincre un. Cependant, après le combat, elle se sentit coupable et s'excusa même auprès du gobelin qu'elle avait tué. Le lendemain, le groupe rencontra des personnes attaquées par des kobolds. Yotsuya supposa que ces personnes transportaient peut-être des marchandises pour Radorpo. Pour les aider, il divisa l'équipe en 2. Yotsuya et Akosaki restèrent pour combattre les kobolds, tandis que Shindo, Yuka et Cavell continuèrent leur chemin. Cependant, Yotsuya et Akosaki trouvèrent les kobolds plus difficiles à combattre que prévu. Voyant leurs difficultés, Cavell et les autres décidèrent de revenir pour les aider. Ce fut une décision judicieuse, car Cavell vainquit facilement les kobolds, sauvant ainsi la situation. Les personnes qu'ils avaient sauvées se révélèrent être des soldats du royaume de Deok. Ils transportaient des prisonniers, appelés hérétiques, à Radorpo pour les exécuter. Camilto, le chef des soldats, expliqua que les prisonniers adoraient le dieu Artero, une religion interdite dans le royaume de Deok. Sur ordre du roi, les hérétiques devaient être exécutés publiquement. En entendant cela, Cavell fut furieuse. Elle accusa le royaume de Deok d'être un régime cruel et dominateur qui cherchait à contrôler tout le continent. Elle était particulièrement en colère que le roi envoie ses soldats exécuter son propre peuple dans un autre pays. Camilto, lui aussi, s'emporta face aux accusations de Cavell. Les tensions montèrent, et les deux dégainèrent leurs armes, prêts à se battre. Heureusement, Shindo intervint avant que les choses ne dégénèrent. Elle réussit à les calmer, et ils abaissèrent leurs armes. Au milieu de cette situation tendue, Yotsuya réunit son équipe pour une discussion. Il avait l'intuition que les objets qu'ils étaient censés livrer à Radorpo, selon les instructions du maître du jeu, étaient en réalité les prisonniers hérétiques. Mais Yotsuya soupçonnait aussi que tout cela était un test. Il pensait que le maître du jeu voulait voir s'ils étaient prêts à sacrifier des vies humaines pour accomplir leur mission. Yotsuya et son équipe ne parvinrent pas à décider quelle était la meilleure chose à faire. Pour l'instant, ils choisirent d'accompagner les soldats du royaume de Deok tout en transportant les prisonniers vers Radorpo. 2 jours plus tard, le groupe atteignit une zone montagneuse. Camilto, le chef des soldats,
leur parla d'un raccourci vers Radorpo. Il expliqua que le raccourci était une grotte traversant les montagnes. Faisant confiance à Camilto, Yotsuya et son équipe suivirent son conseil et entrèrent dans la grotte. Mais tout cela n'était qu'un piège. Une fois à l'intérieur, Camilto activa un mécanisme qui scella la sortie derrière eux. Ils étaient maintenant piégés dans la grotte, sans aucun moyen de sortir. Yotsuya commença à s'inquiéter davantage. Ils ne savaient pas comment ils allaient s'échapper, et ils avaient désormais perdu les prisonniers, qui étaient probablement les objets qu'ils devaient livrer à Radorpo. Malgré cela, Cavell resta déterminée. Elle encouragea tout le monde à se concentrer sur la recherche d'une sortie rapidement pour confronter les traîtres. N'ayant pas d'autre choix, le groupe s'enfonça plus profondément dans la grotte. Le voyage n'était pas facile. La grotte était remplie de pièges dangereux. À un moment donné, Yotsuya tomba dans un trou profond et se retrouva séparé du groupe. Les parois étaient trop abruptes pour qu'il puisse grimper, alors il demanda aux autres de continuer sans lui pendant qu'il cherchait une solution pour sortir. Shindo, Akozaki et Cavell continuèrent sans Yotsuya. En avançant, Akozaki demanda un stylo et du papier pour étudier les pièges qu'ils avaient rencontrés. Après une analyse et des calculs minutieux, elle comprit comment fonctionnaient les pièges. Grâce à ses compétences, le groupe put éviter les pièges et progresser en toute sécurité. Pendant ce temps, Yotsuya utilisa son couteau pour tailler des prises dans le mur, ce qui lui permit de grimper hors du trou et de retrouver le chemin. Finalement, le groupe de Shindo atteignit la porte de sortie de la grotte. En l'ouvrant, ils se retrouvèrent dans une grande arène de combat. À leur grande surprise, un immense monstre appelé Gargouille se tenait devant eux, prêt à se battre. Comme si cela ne suffisait pas, un essaim de chauves-souris vampires apparut, distrayant et dispersant le groupe. Cavell s'avança avec un sourire confiant, prêt à affronter la gargouille. Pendant que les autres combattaient les chauves-souris, elle engagea le monstre dans un duel. Cependant, la gargouille était incroyablement puissante. Après un combat intense, la gargouille réussit à transpercer Cavell, qui tomba dans l'eau en contrebas, gravement blessé. Après avoir vaincu Cavell, la gargouille se tourna vers Shindo, qui tremblait de peur. Elle recula lentement et par accident, écrasa une chauve-souris, la tuant. Contre toute attente, ce simple acte lui permit de gagner suffisamment d'expérience pour atteindre le niveau 10. Le temps s'arrêta soudainement, et le maître du jeu apparut. Il fit tourner la roulette et attribua un nouveau métier à Shindo, chevalier. Avec sa nouvelle épée, Shindo attaqua courageusement la gargouille. Cependant, son arme n'était pas assez puissante pour traverser la peau épaisse du monstre. La gargouille contre-attaqua et la projeta facilement à travers l'arène. Alors qu'elle luttait pour se relever, Shindo se souvint des leçons de Cavell sur l'art du combat à l'épée. Cavell lui avait appris que la meilleure façon de transpercer un adversaire puissant était de frapper directement d'en haut, en visant le cœur. Ainsi, l'épée ne serait pas bloquée par les côtes. Pensant que cela valait la peine d'essayer, Shindo chargea en avant et utilisa cette technique. Son plan fonctionna parfaitement. Elle réussit à atteindre le cœur de la gargouille, tuant le monstre. Cependant, la victoire eut un prix, Shindo perdit son bras droit lors du combat. Quelques instants plus tard, Yotsuya arriva dans l'arène de combat. Il vit Shindo debout, triomphante, souriant malgré ses blessures. Non loin, l'un des hommes de Cavell criait, suppliant Yotsuya de se dépêcher pour sauver Cavell, qui était toujours gravement blessé. Lorsque Cavell se réveilla, elle se retrouva allongée dans une charrette. La blessure à son ventre était déjà guérie. Son garde du corps, Makua, lui expliqua que Yotsuya l'avait soigné en utilisant du sang de monstre, mais que cela avait épuisé toute sa mana. Après ces explications, Makua sortit de la charrette, laissant Cavell seul avec Yotsuya, qui était toujours inconscient. Soudain, Cavell se pencha et embrassa Yotsuya. À ce moment précis, Shindo et les autres arrivèrent pour voir comment allait Cavell. Ils s'arrêtèrent, choqués par ce qu'ils venaient de voir. Curieuse, Shindo demanda à Cavell pourquoi elle l'avait embrassé. Cavell haussa simplement les épaules et répondit qu'elle en avait eu envie, sans autre raison. Plus tard dans l'après-midi, Yotsuya se réveilla enfin. Sans perdre de temps, il réunit ses coéquipiers pour discuter des prochaines étapes de leur mission. Selon son idée, ils décidèrent de se diviser en deux groupes. L'équipe A, composée de Akozaki, Shindo et Makua, partirait à la recherche des objets à livrer à Radorpo. Pendant ce temps, l'équipe B, formée de Yotsuya, Yuka et Cavell, se concentrerait sur l'affrontement avec les soldats de Deok. Peu après, l'équipe A partit rapidement pour commencer ses recherches, tandis que l'équipe B resta en arrière pour élaborer un plan. Il devait être très prudent, car affronter directement les soldats de Deok pourrait déclencher une guerre entre le royaume de Deok et Cortonel. Après une réflexion intense, Yotsuya trouva finalement une stratégie. Le lendemain après-midi, Cavell, Yuka et Yotsuya rattrapèrent Camilto et ses soldats.
Au lieu d'agir immédiatement, ils décidèrent d'observer le groupe, attendant le moment parfait pour agir. Ce moment arriva pendant la nuit. Yuka entra dans le camp des soldats de Deok et fit semblant de trahir Yotsuya. Elle déclara à Kamilto qu'elle ne s'entendait pas avec Yotsuya parce qu'il avait rejoint la religion interdite d'Artero. Pour prouver sa loyauté, elle proposa de conduire Kamilto jusqu'au camp de Yotsuya afin qu'il puisse le capturer. À ce moment-là, Kamilto se méfiait des affirmations de Yuka, mais il décida de tenter sa chance. Il ordonna à ses hommes de rester en arrière pour garder les prisonniers et emmena seulement un soldat avec lui pour suivre Yuka. Alors qu'il marchait dans l'obscurité, le soldat de Kamilto poignarda soudainement Yuka dans le dos, pensant qu'il serait plus sûr de vérifier l'endroit sans elle. Cependant, lorsqu'ils atteignirent l'endroit indiqué par Yuka, il n'y avait aucune trace de Yotsuya ni de personne d'autre. Réalisant qu'elle avait menti, ils retournèrent au camp, où ils trouvèrent Yuka vivante, de retour dans la charrette. Ils ne savaient pas que Yuka avait utilisé son pouvoir de revenir à la vie après la mort. Pendant ce temps, Yotsuya profita de la distraction pour s'infiltrer dans le camp. Pendant que Kamilto était absent, Yotsuya assomma les gardes qui surveillaient les prisonniers. Il demanda ensuite aux prisonniers d'échanger leurs vêtements avec ceux des soldats de Kamilto pour se déguiser. Après cela, il leur donna l'instruction de se cacher dans une grotte voisine pour rester en sécurité. Kamilto, dévasté et furieux d'avoir échoué à accomplir la mission confiée par son roi, rédigea tout de même un rapport sur son échec et l'envoya au roi à l'aide d'un oiseau qu'il avait emporté avec lui. Mais juste au moment où l'oiseau s'envola, Cavell apparut de nulle part et défia Kamilto en duel. Elle lui ordonna de prendre son arme, et les deux s'affrontèrent dans un combat rapide et intense. À la fin, Cavell sortit victorieuse. Le lendemain, Yotsuya, Yuka et Cavell reprirent leur chemin vers Radorpo avec les prisonniers qu'ils avaient sauvés. Ils transportaient des boîtes contenant les têtes décapitées des soldats de Kamilto. Car Yotsuya supposait que c'étaient les objets qu'ils devaient livrer pour compléter la mission du maître du jeu. Dans une autre partie du monde, l'équipe a réussi à trouver un messager transportant des marchandises vers Radorpo. Shindo proposa de l'aider à assurer sa sécurité. Cependant, ils ignoraient que le messager avait déjà un garde du corps. Ce dernier sortit de la charrette et devint immédiatement hostile, suspectant Shindo et son groupe d'être des héros. Il ne voulait pas que quiconque interfère avec son travail et dégaina son épée pour attaquer Shindo. Shindo vainquit facilement le garde du corps dans un combat rapide. N'ayant pas d'autre choix, le garde du corps accepta à contre-cœur de coopérer avec Shindo et son équipe pour escorter le messager jusqu'à Radorpo. Même après avoir progressé, Shindo et Akozaki n'étaient toujours pas sûrs que leurs actions permettraient de compléter la mission. Soudain, une notification du maître du jeu apparut, leur indiquant que la mission de livrer des marchandises à Radorpo était terminée. Elles furent perplexes sur la manière dont cela s'était produit. Il s'avéra que la notification était apparue parce que l'équipe B était déjà arrivée à Radorpo. Yotsuya, Yuka et Cavell avaient remis les boîtes contenant les têtes décapitées aux autorités comme preuve des plans et des actions malveillantes du royaume de Deok. Ils rapportèrent également les atrocités commises par les soldats de Deok et demandèrent aux autorités de rencontrer les victimes sauvées pour obtenir des preuves supplémentaires. Les autorités de Radorpo remercièrent Cavell et son équipe d'avoir stoppé le complot cruel du royaume de Deok. Cependant, elles leur conseillèrent aimablement de ne plus apporter de têtes décapitées comme preuve à l'avenir, même si cela semblait nécessaire. Après avoir terminé leur première mission, Yotsuya, Yuka et Cavell retrouvèrent l'équipe A, qui venait d'arriver à Radorpo. Ils ne perdirent pas de temps et discutèrent immédiatement de leur tâche finale, explorer 5% de la carte. Avec seulement un jour et demi restant pour accomplir la mission, ils décidèrent de se séparer et de partir dans 4 directions différentes afin de couvrir plus de terrain. Avant de partir, ils dirent au revoir à Cavell. Elle était visiblement triste de voir Yotsuya s'en aller. Avec le temps, elle avait développé des sentiments profonds pour lui, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas l'empêcher de partir. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'espérer que Yotsuya resterait en sécurité. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme prévu pour Yotsuya et son équipe. Une tempête de neige soudaine frappa, ralentissant considérablement leur progression. Avec seulement 6 heures restantes, ils avaient encore 10 km à explorer. Yotsuya commença à douter qu'il puisse terminer la mission à temps. La situation s'aggrava lorsqu'il tomba accidentellement dans un donjon. Malgré ce contretemps, Yotsuya refusa d'abandonner. Il décida d'explorer le donjon, espérant que cela les aiderait à compléter la mission. Alors qu'il retrouvait sa détermination, une notification apparut, le choquant. Elle indiquait que Akozaki était morte, et pire encore, que son état actuel rendait toute résurrection impossible. Pendant ce temps, Shindo perdit brièvement connaissance, mais elle se réveilla en voyant la notification concernant la mort de Akozaki. Déterminée à continuer, elle avança et aperçut finalement des lumières au loin. Ces lumières lui redonnèrent espoir,
car elle signifiait qu'il y avait une colonie à proximité où elle pourrait emprunter un cheval pour accélérer sa progression. Enthousiaste, Shindo se précipita vers les lumières, sans réaliser qu'elle traversait un lac gelé. Alors qu'elle s'approchait de la source des lumières, la glace sous ses pieds se brisa, et elle tomba dans l'eau glaciale. Incapable de s'échapper, Shindo se noya. En raison de sa situation, elle ne put revenir à la vie, tout comme Akosaki. La seule façon de les ressusciter toutes les deux était que Yotsuya ou Yuka terminent la mission. Lorsque Yotsuya reçut la notification de la mort de Shindo, il fut profondément déçu. Il comptait sur elle pour l'aider à achever la mission. Mais Yotsuya savait qu'il n'avait pas le temps de s'attarder sur sa tristesse, car il devait continuer. Il s'enfonça plus profondément dans le donjon jusqu'à ce qu'il atteigne une impasse. À l'impasse, Yotsuya remarqua un énorme ver creusant dans le sol. Espérant qu'il pourrait lui montrer une sortie, il décida de suivre le ver, mais alors qu'il le suivait, il entendit soudain un bruit derrière lui. En se retournant, il vit un monstre prêt à l'attaquer. Là, Yotsuya combattit courageusement mais ne put échapper à son destin. Il fut tué. Yuka était maintenant la seule survivante. Quand Yuka apprit la mort de Yotsuya, elle se sentit complètement désespérée. Avec tous ses coéquipiers disparus, elle croyait qu'il était impossible de terminer la mission seule. Se sentant vaincue, Yuka s'arrêta, attendant tranquillement que tout prenne fin. Soudain, son imagination s'enflamma. Elle commença à avoir des illusions de ses personnages d'anime préférés d'enfance, les sœurs Magia. Les personnages apparurent devant elle, l'encourageant et lui rappelant leur bataille contre le mal. Ils n'avaient jamais abandonné, peu importe la difficulté, et ils incitèrent Yuka à faire de même. En repensant à tous les épisodes qu'elle avait regardés, Yuka retrouva son courage. Elle se releva, utilisant sa magie de feu pour réchauffer son corps gelé, et recommença à avancer. Mais après un moment, elle commença à atteindre ses limites, ses forces faiblissant. Au moment où elle pensait ne plus pouvoir continuer, une magicienne nommée Fatina apparut, montée sur un chat géant. Fatina offrit à Yuka de la transporter, et sans hésitation, Yuka monta sur le chat. Épuisée mais déterminée, Yuka expliqua sa situation à Fatina, en pleurant alors qu'elle réalisait qu'il ne lui restait que 3 minutes pour terminer la mission. En entendant cela, Fatina invoqua un esprit du vent pour les faire avancer plus vite. Avec cette vitesse supplémentaire, Yuka persévéra et réussit à terminer la mission juste avant la limite. Le maître du jeu apparut alors, convoquant Yuka et ressuscitant Yotsuya, Shindo et Akosaki. En récompense pour avoir terminé la mission, le maître du jeu offrit à Yuka la possibilité de poser une question. Au début, Yuka voulait poser une question sur l'identité de Fatina, se demandant qui était réellement cette magicienne. Mais elle réalisa ensuite que l'apparition de Fatina avait probablement été arrangée par le maître du jeu pour l'aider au dernier moment. Ne voulant pas gaspiller une question aussi importante, Yuka demanda quelque chose qui la tourmentait depuis longtemps. Est-ce que cet autre monde était réel ou simplement virtuel? À la surprise générale, le maître du jeu expliqua que le monde dans lequel il s'était trouvé était une terre parallèle. C'était une version alternative de leur planète, créée à partir d'une autre ligne temporelle. Cela signifiait que toutes les créatures et les personnes de ce monde étaient réelles et vivantes. Il comprit que les personnes qu'il avait tuées pendant la mission étaient de véritables humains. Le poids de ses actes le frappa violemment, et il se mit à trembler de culpabilité. Avant que Yotsuya ne puisse poser une question au maître du jeu, lui et les autres furent renvoyés dans leur propre monde. Cette nuit-là, Yotsuya ne put s'empêcher de penser aux vies qu'il avait prises. Sa culpabilité l'empêcha de dormir, et le lendemain à l'école, il eut du mal à se concentrer. Les souvenirs de ses actions le hantaient. Plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, Yotsuya reçut un message du maître du jeu. Celui-ci lui demandait « Comment te sens-tu après avoir tué des gens ?» Après avoir lu ce message, Yotsuya ne répondit pas. Il était trop choqué et bouleversé pour réagir. Se sentant ignoré, le maître du jeu apparut directement devant Yotsuya, cette fois sous la forme d'une petite fille. Elle posa à nouveau la question « Comment te sens-tu après avoir tué des gens ?» Ébranlé, Yotsuya admit qu'il se sentait coupable. Il déclara que s'il avait su la vérité sur ce monde plus tôt, il n'aurait jamais tué ces personnes. Le maître du jeu, sans prêter beaucoup d'attention à sa réponse, invita Yotsuya à rencontrer le prochain joueur qui rejoindrait son équipe. Ils se rendirent dans un restaurant, où un homme était assis à une table près de l'entrée. Le maître du jeu expliqua que cet homme était un trafiquant de drogue et que, dans 20 secondes, le 5e joueur, Keta, arriverait pour le tuer. Comme le maître du jeu l'avait prédit, après 20 secondes, 3 hommes masqués entrèrent dans le restaurant pour attaquer le trafiquant de drogue. Yotsuya tenta de les arrêter en faisant trébucher l'un d'eux, ce qui déclencha une bagarre. Pendant le combat, Yotsuya arracha accidentellement le masque de l'un des agresseurs, révélant Keta. Soudain,
Un autre homme entra en scène. C'était le cerveau derrière le plan visant à tuer le trafiquant de drogue. Prenant Yotsuya pour un complice du trafiquant, l'homme pointa une arme sur lui, prêt à tirer. Heureusement, le maître du jeu intervint pour aider Yotsuya. Il lui donna un gant, un objet spécial provenant de l'autre monde. Grâce au pouvoir de ce gant, Yotsuya réussit à vaincre l'homme armé et à échapper au danger. Ensuite, le maître du jeu emmena Yotsuya sur le toit d'un bâtiment pour discuter. Là, Yotsuya a admis qu'il n'était qu'un adolescent ordinaire, incertain de sa place dans le monde. Mais il partagea aussi qu'il était déterminé à continuer de se battre pour la vérité et à faire ce qu'il croyait juste, maintenant et à l'avenir. Et ainsi se termine la première saison de cet animé. La leçon morale de cet animé: ne jugez jamais la valeur de votre vie par votre titre professionnel, car même un fermier peut combattre des gobelins s'il a suffisamment d'eux ou à leur lancer.